contre l'application de l'UTS sur les primes et indemnités des travailleurs. Mobilisation générale ce samedi dans les principales villes du Burkina Faso. Les travailleurs décidés à faire barrage à cet impôt. La marche de ce samedi n'est qu'un avertissement, préviennent les organisations syndicales. La confirmation pour Simon Compaoré, il passe de président intérimaire à président plein du mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. Ambition bien affichée, donner un deuxième mandat au président Roch-Marc Christian Kaboré. Demain, 8 mars, journée internationale de la femme. Les femmes principales victimes de l'extrémisme violent ouvrent la réflexion ce samedi à Ouagadougou sur la crise humanitaire. Elles veulent plus de moyens de résilience, une réflexion en attendant le face-à-face de demain avec le chef d'État Roch-Marc Christian Kaboré. Voici pour le sommet de ce 9h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Zorgo, Koudougou, Manga, Banfora, Kaya, Fada, Waïgouya ou encore Gawa, presque toutes les grandes villes du Burkina Faso ont connu une ambiance particulière. Ce samedi, la lutte contre l'application de l'UTS sur les primes et indemnités des fonctionnaires a mobilisé du monde dans les rues du pays. À Ouagadougou, c'est une mobilisation qui en dit long sur la colère et la détermination des travailleurs opposés à l'impôt unique sur les traitements et salaires au public. Ambiance avec Magid Bakouan et Abdourazak Traoré. Pour la présente marche, l'itinéraire habituel souhaité n'a pas été approuvé par les autorités pour des raisons de sécurité. Les organisations syndicales se sont résolues à modifier leur trajectoire. En réponse, elles n'ont pas lésiné sur la mobilisation. Alors que la tête de la marche contournait le rond-point de la bataille du rail, les derniers marcheurs étaient toujours à la Bourse du Travail. C'est la phase offensive de la guerre contre l'application de l'UTS sur les primes et indemnités dans la fonction publique. Il faut comprendre que ces travailleurs sont déterminés. Nous sommes déterminés jusqu'à la victoire finale. On ne paye pas impôt. Non, on paye impôt. Moi, je paye 300 000 francs par an. On va dire que je ne paye pas impôt. On va augmenter que je refuse. Je paye impôt. On paye impôt. On veut augmenter ça, on dit non. Mais est-ce que l'UTS n'a pas contribué à lutter contre le terrorisme? Terrorisme, terrorisme, on sait comment on peut lutter contre ça. C'est eux les terroristes. Ils sont en train de nous terroriser. Nos enfants meurent de faim. Nos femmes meurent de faim. C'est eux qui nous terrorisent. Dans les rangs, des manifestants qui ne sont pas directement concernés par l'impôt unique sur les traitements et salaires. Ils sont solidaires des travailleurs frappés par cette mesure fiscale. Parce que si on réduit les salaires des autres, que vont devenir nous les aides ménagères? Comment est-ce qu'on va pouvoir survivre? Donc nous, on accompagne nos patrons pour que eux, s'il y a satisfaction, que nous aussi, nous soyons à l'aise. L'indemnité de logement, qui d'ailleurs ne suffit pas pour louer une maison, par exemple, à Ouagadougou, et qui grouille, qui enlève quelque part pour compléter. Et après, on vient diminuer sous prétexte que c'est une contribution à l'impôt et au développement du pays. Pendant ce temps, ceux-là même qui disent que d'imposer, eux-mêmes ils ne payent pas. Vous voyez, c'est injuste. Des mesures injustes, des politiques publiques impopulaires, voilà ce qui est dénoncé sur cette marche dans les rues de Ouagadougou. Des dénonciations adressées directement à la représentation nationale et à l'exécutif. Au gouvernement, pour leur dire d'arrêter leur politique antisociale. Ce sont des messages que nous adressons à l'Assemblée nationale pour leur dire de se réveiller et faire en sorte que les contenus des lois qui sont votées soient des lois non seulement légitimes, mais qui prennent en compte les aspirations profondes des travailleurs, des populations, donc du peuple. De la Bourse du Travail au rond-point de la bataille du rail, les marcheurs ont ensuite arpenté l'avenue Oumarou Kanazoé pour rejoindre l'avenue du Mogo qui débouche sur Bassawarga avant de revenir à la Bourse du Travail. Ici, les manifestants sont tombés des nues suite à cette révélation du président de mois des syndicats des finances. Une personne en mois, 2 940 705 francs. Exactement, voilà ça. 2 940 705 francs qui reçoivent par mois. Le nom, vous le connaissez très bien. Celui qui emploie les gens là, c'est quel ministre? Ça vous dit? Moi, je n'ai pas dit de quelqu'un. Alors que normalement, ce ministre devait percevoir la somme de combien? De 1 155 000 francs par mois. 1 155 000. Faites la différence entre 2 940 705 et 1 155 000. Le reste là,
un jour ou l'autre, le peuple va les réclamer cela. En attendant ces réclamations, la priorité reste la suppression pure et simple de l'UTS sur les primes et indemnités chez tous les travailleurs du public, du privé et du parapublic et le remboursement des coupures déjà opérées. Voilà, à Bobo Dioulasso, deuxième grande ville du pays, il y avait également du monde dans les rues avec la même détermination contraindre le gouvernement à revenir sur sa décision portant application de l'UTS sur les primes et indemnités. Et dites Nichema, Ibrahim Pampaoré, Soto Justin Dabiré. Nous sommes debout ce matin, nous sommes debout ce matin, pour dire non à tout cela, pour dire non à tout cela. Pour dire non principalement à la mise en application de l'IUTS aux primes et indemnités des agents de la fonction publique. L'IUTS, ces agents de la fonction publique n'en veulent pas du tout entendre parler. Aujourd'hui, je suis sorti pour créer mon ras-le-bol vis-à-vis de ce gouvernement qui ne cesse de maltraiter le monde du travail. Voilà. Et précisément aujourd'hui, la marche, pour moi, c'est porte sur la coupure abusive de l'UTS sur les indemnités. Je suis travailleur de l'enseignement primaire et j'ai été coupé à la fin de ce mois. Bon, nous protestons contre tout ce qu'ils ont fait pour dire non à tout ce qu'ils font. Ils n'ont qu'à arrêter. Sinon, ils voient déjà. La forte mobilisation des travailleurs du public qui n'est que le début d'une longue série de mouvements des travailleurs si le gouvernement n'annule pas sa décision de mise en application de l'impôt unique sur les traitements et salaires aux primes et indemnités des agents de la fonction publique. Comme vous l'avez si bien dit, c'est un début, dans la mesure où, dès le 16, nous serons installés en grève. Et nous allons nous donner les moyens pendant les 120 heures d'expliquer effectivement aux travailleurs et à notre peuple d'abord la collecte de l'impôt et surtout son utilisation. Parce que nous estimons s'il y a bien des gens qui payent l'impôt sans du tout, c'est bien effectivement les travailleurs. Ils n'ont pas les moyens, ils sont enchaînés. Pour Bakary Milogo, le gouvernement veut faire un passage en force en appliquant l'UTS aux agents de la fonction publique. Quand nous savons bien qu'il y a des gens qui croulent sous des milliards, qui doivent payer des impôts et qui ne le payent pas et qui détournent. Donc nous pensons effectivement que cette base-là, notre lutte là est légale. Et dans tous les cas, le peuple de par le monde n'ont jamais accepté l'impôt injuste. Ils sont toujours dressés. Et c'est le cas au niveau du Burkina et des travailleurs de ce pays-là. Donc nous pensons que ce que nous venons de faire, ce que les politiques organisations syndicales sont en train de faire, nous pensons qu'effectivement la base va s'élargir. Et c'est ce travail-là que les organisations syndicales vont le faire pour que tous les secteurs informels puissent se joindre à nous, parce que quelque part, il y a un abus dans l'utilisation de l'impôt. Et c'est ce que nous allons démontrer pendant les 120 heures. Les marcheurs ont sillonné les rues de la capitale économique pour manifester leur mécontentement vis-à-vis du gouvernement et de la mauvaise gestion des ressources de la nation. Au cours de leur marche, ils ont marqué un arrêt au gouvernorat de la région des Hauts-Bassins pour remettre leur plateforme revendicative au premier responsable de la région, représenté par son secrétaire général et le haut commissaire de la province du Houé. Sait-on vraiment que le gouvernement s'y penche? Si c'est réglé, la grève qui est annoncée pour les 16, pour les 120 heures n'aura pas lieu. Si ce n'est pas réglé, vous allez voir les 16, parce que les 17 seront encore là devant vous. Est-ce que c'est bien? Ça veut dire que pour les changements qui vont venir, non, les changements, je veux bien qu'ils entendent ça. C'est ensemble qu'on va faire les changements dans le pays. Ils sont à l'aise. Vous créez souvent les conditions pour que les autres s'opposent, nous opposent. On n'a pas à s'opposer. Nous avons les mêmes intérêts dans les quartiers. Personne d'entre vous n'est à avoir 2000. Du gouvernorat, les marcheurs sont repartis à la bourse du travail de Bobo Dioulasso, leur point de départ pour un meeting. Rendons-nous à Gawa, dans le sud-ouest, où les travailleurs étaient également vent debout contre l'UTS sur les primes et indemnités. Ambiance. Voilà, et il y a cette réaction du secrétaire général de la CGTB, Bassolma Bazia, à propos de la sortie d'hier de la coalition nationale des syndicats du privé et du secteur informel. Cette coalition, vous le savez, pour l'application de l'UTS sur les primes et indemnités des agents de la fonction publique. Elle avait appelé ses militants à ne pas se joindre à la marche de ce samedi. Bassolma Bazia parle de misère profonde. Je pense que vous avez l'expérience dans ce cadre que quand on traverse une période de lutte, il y a des acteurs qui fabriquent des identités. Vous avez vu les étudiants et élèves qui ont rencontré le MPP, certains sont sortis, ils ont dit clairement
qu'on leur a dit de venir à une rencontre pour leur apprendre comment il faut faire l'enrôlement. Et que subitement, la rencontre s'est transformée, le contenu s'est transformé en des questions de syndicats, en des questions d'UTS, dont eux, ils ne comprennent pas. Posez-vous la question, ceux qui étaient à la bourse du travail hier, est-ce que véritablement on leur a dit ce pourquoi ils devaient venir à la bourse du travail? Mais si vous venez dire aux gens de venir à la bourse du travail pour autre chose, et peut-être le contenu que vous avez développé, peut-être même que ceux qui étaient là ne comprennent pas ce que vous dites, et une chose est d'amener des gens, mais l'autre chose, c'est d'être moralement conséquent, avoir une conscience qui te permette d'être exact par rapport à ce que vous dites. Ce n'est pas du nouveau. Pendant la modification de l'article 37, la mise en place du Sénat, vous en avez vu autant. Des gens qui étaient à la télévision disent qu'ils sont d'accord pour le Sénat. Blaise même les a désignés comme des sénateurs. Mais le Sénat n'a pas été mis en place. L'article n'a pas été modifié. Blaise a traversé la frontière. S'ils étaient conséquents, s'ils avaient un minimum de bonne éducation, s'ils étaient intègres, mais dès lors que vous prenez position avec quelqu'un, si à un moment donné ça ne passe pas, vous devrez avoir la conscience et la moralité d'assumer avec lui. Ce n'est pas ce qui est. Nous pleurons tout simplement ceux qui portent des casquettes, qui se fabriquent des identités. Nous savons que la misère est très profonde. C'est ce qui fait qu'on fabrique des mercenaires à tout vent. Des gens ont besoin de vivre. Et ceux qui ne sont pas capables de porter la voix de façon digne, ils peuvent se laisser acheter pour poser un certain nombre d'actes. Mais nous lançons un appel. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit le secteur informel, les élèves, les étudiants, les paysans. Nous sommes tous dans un même bateau de misère fabriquée pour nous amener à notre massacre. Pendant ce temps, au Palais des Sports de Ouaga 2000, c'est une autre mobilisation. Là-bas, on est d'accord avec le gouvernement sur sa position sur l'UTS. La vague orange a envahi le Palais des Sports à l'occasion du 3e congrès du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Un congrès sanctionné par une confirmation. Simo Compaoré n'est plus que intérimaire. Il est le maître à bord du navire MPP. Il est le président du parti. Juliette Tougri, Rémi Lambert, Nébier. C'est la fin de la phase d'essai pour Simon Compaoré, intérimaire à la présidence du parti depuis la disparition de Salifou Diallo en août 2017, alors président du MPP. Ce 3e congrès ordinaire plébiscite enfin Simon Compaoré à la tête du parti au pouvoir. Aguerri dans l'exercice de guider les grands navires, il mise sur la solidarité de ses camarades pour poursuivre l'œuvre entamée. Nous plaçons ce mandat sous le signe de la conviction, de la combativité et de la confirmation de notre place en tant que premier parti politique au Burkina Faso. Et cela, vous allez me dire, c'est prétentieux. Non, nous sommes conscients qu'en le disant, il faut le traduire dans les faits. Et c'est pourquoi nous nous organisons pour gagner les 2 batailles qui sont devant nous. La bataille pour conquérir à nouveau la présidence du Faso pour les 5 prochaines années. En restant solidaires, combatifs, nous sommes sûrs que les législatives, nous allons pouvoir dégager une majorité pour permettre à notre candidat qui va être élu à nouveau de gouverner, de gérer en bon père de famille, de gérer avec beaucoup de pugnacité pour le plus grand bonheur du peuple burkinabé. Aucun chamboulement n'a été opéré au sein des structures du parti lors de ce 3e congrès. Et étant entendu qu'un congrès ordinaire doit donner lieu à un renouvellement des structures, nous avons pensé qu'il n'était pas opportun, par rapport au contexte là, que nous procédions à un renouvellement des structures, des organes dirigeants du parti. Donc nous avons maintenu le bureau politique national et nous avons maintenu le bureau exécutif national. Il y a quelques aménagements que nous avons à faire. Au niveau du bureau politique national, il y a des camarades qui sont décédés, il y en a qui ont démissionné de notre parti. Donc on a expurgé notre bureau politique national de l'ensemble de ceux-là qui ne figurent plus, qui ne doivent plus figurer sur cette liste. Parce que le poste de premier vice-président chargé de l'orientation politique est maintenant cumulé avec le poste de président du parti. Donc il y a une vice-présidence qui disparaît.
dont l'ancien deuxième vice-président est devenu premier vice-président. C'est au niveau des secrétariats, vous savez, il y a le camarade Yarga Larba qui a été nommé conseiller au Conseil constitutionnel. C'est une fonction qui est incompatible avec l'appartenance à un organe dirigeant d'un parti politique. De ce fait, il avait rendu sa démission. Donc nous avons profité de ce congrès également pour procéder à son remplacement. Donc c'est le seul changement que nous avons apporté, tant au niveau du bureau politique qu'au niveau du bureau exécutif. 4000 congressistes venus de 17 pays d'Afrique et d'Europe et des 45 provinces du pays ont répondu présents à ce grand rendez-vous du parti. Un autre congrès est attendu dans les semaines à venir pour investir le candidat du parti à la présidentielle de novembre prochain, Roch-Marc Christian Kaboré. Et pour cela, le MPP et les autres partis politiques qui pourraient passer des moments difficiles lors de la campagne électorale à venir à Taptenga, en périphérie de Ouagadougou, dans l'arrondissement 10, les résidents se sont voulus clairs face à la presse hier. Pas de campagne électorale dans leur zone sans une réponse claire à la crise du foncier urbain. Ils se sentent menacés de déguerpissement. De quoi s'agit-il exactement? Les explications d'Abdoulaziz Saré. La tension est montée d'un cran ce vendredi soir au quartier Taptenga dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Ces habitants protestent contre une tentative de déguerpissement qui pèserait sur eux. Ils accusent le gouvernement d'être derrière ces menaces. Nous ne sommes pas des bêtes, prêtes à accepter tous les errements d'un pouvoir incapable de résoudre nos problèmes. Pendant que le gouvernement calme son engagement à régler nos problèmes de logement, il laisse poursuivre et encourage des opérations de déguerpissement, notamment le cas ici, même à Taptenga, où le gouvernement, avec tous ses acolytes, menace une énième fois de déguerpir les gens du peuple au profit d'un individu, leur ami riche. La KDDL, section Borgo, condamne avec vigueur cette énième menace de nous déguerpir et dénonçons toutes les manœuvres en cours pour nous chasser. Selon les habitants de Taptenga, cette menace de déguerpissement n'est pas la première. En 2017, ils avaient été sommés de quitter les lieux. Mais ils ne se sont pas laissés faire et cette année encore, ils ne comptent pas déroger à cette règle de résistance. Effectivement, le fait que l'Assemblée a pu identifier plus de 100 000 parcelles qui ont été l'objet d'attributions illégales, nous sommes dit qu'au jour d'aujourd'hui, l'Assemblée, par exemple, et le gouvernement devraient être dans l'optique de nous faire des propositions d'attribution des parcelles aux personnes qui ont été spoliées, aux personnes qui ont été brimées. Si ce n'est pas fait, c'est pourquoi nous disons que nous avons tout compris et nous allons préparer, notamment sur la question du déguerpissement, nous allons préparer la riposte effectivement à la hauteur. Parce que dans cette question, nous pensons que si le gouvernement et les autorités au niveau local n'y prennent pas garde, il y aura mort d'homme. Les habitants de Taptenga menacent de boycotter les élections si leur problème foncier n'est pas résolu. Pour nous, on n'a pas eu de parcelles. Sans parcelles, peut-être, sans vote, sans parcelles, peut-être, sans parcelles, sans campagne, dans nos zones en tout cas. Donc, tout ça, c'est une série d'activités qui peut se mener et qui peut-être va se mener. Donc, du coup, nous pensons que cette occasion, ce contexte-là, les actions, en tout cas, seront à la hauteur du contexte et de la situation. Les habitants du quartier Taptenga appellent les populations des zones non loties des arrondissements 10, 11 et 12 à les soutenir dans la lutte contre leur déguerpissement qui se dessine à l'horizon. Eux ne vivent plus le casse-tête du logement. Ce sont des travailleurs de l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Après Bobo Dioulasso hier, c'est au tour des travailleurs de l'ONEA à Ouagadougou de recevoir les clés de leur villa, des logements construits par l'entreprise Abdoul Service International dans le cadre d'une convention qui lie les deux entités. Plus d'une centaine de villas ont été réceptionnées ce samedi et l'entreprise dit travailler à livrer les villas restantes dans les meilleurs délais. Arsène Konitamde. 120 logements construits sur le site de Zakuli 2, réceptionnés par les travailleurs de l'ONEA.
Ces logements sont sortis de terre grâce au travail des techniciens de l'entreprise Abdoul Service International. Le lot de villas réceptionnées est composé de bâtiments de type F2, F3 et F4, dont les coûts varient entre 7 millions et 19 millions de francs CFA. Cette remise, selon le PDG Abdoul Ouedraogo, montre que sa société reste fidèle à ses engagements. Pour remettre les 120 logements. Et c'est pour vous dire que l'engagement pris avec la société de l'ONEA, l'engagement pris par la société avec l'ONEA, c'est une obligation pour nous de le respecter. Et je tiens aussi à vous faire comprendre que ce n'est pas notre première fois de faire un engagement pareil. Les autres sociétés qu'on a déjà eu à faire, on n'a pas eu de problème, c'est pas avec l'ONEA, on peut avoir des problèmes. Donc nous tenons aussi à dire à tous ceux qui ont souscrit d'être vraiment patients. Nous allons quand même faire tout pour remettre le logement là au délai donné, s'il plaît à Dieu. Les souscripteurs se réjouissent de pouvoir disposer de leur logement et se disent satisfaits de la qualité du travail abattu. Les paiements sont échelonnés sur une période de 10 à 15 ans. Heureux bénéficiaire d'une villa de type F3, tout fini sur 400 mètres carrés. J'ai particulièrement eu la chance de suivre les travaux depuis l'implantation avec un frère qui est technicien jusqu'à la réalisation. Et personnellement, je suis très satisfait des travaux. Les paiements se font déjà. Voilà, c'est sur une dizaine ou une quinzaine d'années. Un autre lot de logements doit être encore livré. L'entreprise se dit confiante quant au respect du délai. Au plus tard, fin avril 2020, les derniers souscripteurs devraient entrer en possession de leurs clés. Nous avons effectivement demandé à la société Abdoul Service International de redoubler d'efforts pour que nous puissions, en tout cas dans un bref délai, entrer en possession des clés des villas restantes. Une promesse a été faite à cette structure qui nous a garanti que d'ici fin avril, tout au plus, tous les collaborateurs qui n'ont pas encore reçu les clés sur ces sites auront les clés et pourront faire leur déménagement en toute tranquillité. Cette opération est née de la volonté des responsables et des partenaires sociaux de l'ONEA d'offrir des logements décents aux employés de la structure. À la fin de la remise, les deux entités se sont félicitées de cette remise et pour celles qui doivent encore être effectuées. Le 8 mars, journée internationale de la femme, plus de 500 femmes venues des 13 régions du Burkina Faso réfléchissent depuis ce matin sur les difficultés qu'elles rencontrent dans ce contexte de terrorisme. Crise humanitaire au Burkina Faso, état des lieux, défis et perspectives, c'est le thème de la célébration cette année, moment d'introspection et d'appel à la résilience et à la combativité. Arsène Konditamde. Le terrorisme et ses conséquences, au cœur de ce panel des femmes du Burkina Faso, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. À la date du 29 février 2020, les chiffres du CONASU, le Conseil national de secours d'urgence, indiquent près de 780 000 personnes déplacées internes. 62% d'enfants, 22% de femmes et environ 16% d'hommes. Ce panel, en plus d'être un moment de réflexion, est une occasion d'appeler toutes les femmes du Burkina Faso à la résilience. Mais ce qui est important, ce défi sécurité nous est tombé comme ça du jour au lendemain. Et aujourd'hui, il y a des questions qu'il faille se poser. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment s'adapter? Comment continuer à vivre? Parce que la plus belle vengeance sur ce qui nous arrive, c'est de vivre, de survivre et ensemble de construire le Burkina Faso. Donc ainsi, nous avons besoin que d'abord ces femmes entre elles échangent pour dire si je pleure, il ne faut pas oublier à d'autres aussi qui pleurent. Nous allons discuter avec des éléments des experts, avec l'accompagnement du département, comment s'adapter à ce défi sécuritaire, comment avec ce défi sécuritaire, nous pouvons amorcer le développement. Deux communications sont au menu de ce panel. Et ces communications portent sur la crise humanitaire, ses défis et ses perspectives. Les femmes veulent par ces réflexions marquer leur solidarité avec les personnes déplacées internes et toutes celles qui sont dans le besoin. Parce qu'il est important que toutes ces femmes venues des communes sachent ce qui se passe ailleurs. Parfois, nous avons l'impression que nous sommes seuls à vivre ces douloureuses épreuves. Et en partageant cette difficulté, nous pouvons échanger. Quelles sont les perspectives? Vous êtes les relais des actions du gouvernement. C'est dans une coordination, dans une communication adéquate que nous pourrons arriver à relever ce défi. À l'issue de ce panel, des recommandations vont être formulées par les femmes. La ministre en charge de l'action humanitaire s'est engagée à se faire la chantre des décisions des participantes auprès du président du Faso.
Le coronavirus, pour boucler ce journal, il a atteint la barre de 100 000 cas. La France, avec ses plus de 500 cas, a pris des mesures de fermeture d'écoles et de crèches. En Italie, les employés de la Croix-Rouge sont en première ligne. Ils reçoivent 500 appels par jour de gens inquiets de présenter les symptômes du Covid-19. Comme de nombreux États interdisent l'exportation des masques pour garder leur stock pour eux-mêmes, l'Italie, qui n'en produit pas, s'est tournée vers l'Afrique du Sud, qui va lui fournir 800 000 masques en 2 jours. C'est le pays d'Europe le plus touché, avec plus de 4 600 cas et 197 décès. Rome appelle au civisme. La quarantaine n'est pas une plaisanterie. Nous étudions les conséquences pour ceux qui ne la respecteraient pas. La France, deuxième pays européen le plus touché avec 577 cas et 9 décès, ferme dès lundi ses écoles, crèches, collèges et lycées pour 2 semaines dans l'Oise et le Haut-Rhin. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la situation est très préoccupante. Au fur et à mesure que le nombre de cas augmente, explique ici le directeur général de l'OMS, nous continuons à recommander à tous les pays de faire de l'endiguement leur priorité absolue. La seule façon de vaincre ce virus est de rester unis et c'est le message que l'OMS a toujours adressé. Au total, 92 pays sont désormais concernés par le Covid-19, qui a fait près de 3500 morts et contaminé plus de 100 000 personnes dans le monde. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur notre chaîne. Restez avec nous à 20h15, le journal La Langue nationale Morée. Et puis demain, dimanche, 3 rendez-vous majeurs, 11h, Presse Éco, et puis 18h, sur Phare de Vérité, avec le président du CDP, Eddy Komboyego. 19h30, le 7 Info, spécial 8 mars, avec des portraits de femmes qui se battent au quotidien pour apporter l'eau et le pain à la famille, pour scolariser les enfants aussi. Beaucoup d'engagement, mais avec le sourire aux lèvres. Vous les verrez donc demain à 19h30 au 7 Info. Et puis il y aura également un plateau avec des femmes pour parler du travail non rémunéré et puis de parler de façon globale des conditions de la femme au Burkina Faso. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.